La Terre nous tient à cœur. Un podcast réalisé par Alexandra Warnidrièche. À travers ce média, je vous emmène sur le terrain, au plus près de celles et ceux qui étudient, soignent ou subissent les effets des bouleversements écologiques. Scientifiques, médecins, victimes de pollution, ensemble, ils nous racontent comment la santé de la planète et la nôtre sont intimement liées. Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 1 de La Terre nous tient à cœur. Un épisode qui, je l'espère, fera un peu de bruit, puisque c'est justement de lui qu'on va parler aujourd'hui. Le bruit est partout, dans la circulation, derrière nos fenêtres, dans les rues, parfois même au cœur de nos nuits. À force, il s'installe et devient un fond sonore auquel on ne prête plus vraiment attention, presque normal. Et pourtant, ce bruit banal du quotidien n'a rien d'anodin et dépasse largement la tondeuse du voisin un dimanche après-midi ou le train qui passe au loin. Aujourd'hui, le bruit est considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme la principale nuisance environnementale dans les pays industrialisés. Et ses effets sont loin de se limiter à la simple gêne. Il peut entraîner un stress chronique, des troubles du sommeil, mais aussi des risques physiques comme l'hypertension ou l'obésité. Alors comment un son auquel on s'habitue peut-il autant nous affecter ? Quels sont les vrais risques pour notre santé et celle de nos enfants ? Et que peut-on mettre en place pour se protéger ? Pour le savoir, je vous propose d'écouter mon entretien avec Anne-Sophie Évrard, chargée de recherche en épidémiologie à l'université Gustave Eiffel. Anne-Sophie Évrard, bonjour. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste environnementale, chargée de recherche à l'université Gustave Eiffel. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous vous intéressez plus particulièrement aux effets du bruit environnemental sur la santé. Alors, ça pourra surprendre certains de nos auditeurs, mais l'OMS classe le bruit comme la deuxième cause environnementale de mortalité après la pollution de l'air en Europe. Pourtant, on en parle très peu. Comment ça se fait que ce sujet soit si peu visible dans le débat public ? Alors en fait, le bruit, c'est quelque chose qui est partout dans le quotidien de chacun. C'est une nuisance avec des sources très variées. Ça peut aller, des voitures, des voisins, des animaux, des cris des enfants, des industries, par exemple, des éoliennes, des commerces, des voix, sur, une terrasse d'un restaurant, d'un café. Et puis, c'est un risque un peu particulier par rapport à d'autres nuisances environnementales. On ne le voit pas, il ne laisse pas de traces et puis en fait, on y est tellement habitué qu'on ne le considère pas, forcément comme un grand danger, contrairement à d'autres, risques environnementaux qui, pourraient menacer de provoquer, par exemple, des catastrophes à grande échelle. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui voient le bruit comme un problème secondaire. Et pourtant, même s'ils ne le perçoivent pas toujours comme un danger important pour l'environnement ou pour leur santé, eh bien, ils en ressentent quand même ces effets négatifs au quotidien, par exemple en termes de fatigue, de gêne, de stress. En France, le bruit fait partie des nuisances qui sont quand même les plus souvent citées dans les enquêtes. Par exemple, dans les dernières enquêtes, environ 65 des Français se sont dit être gênés à leur domicile par le bruit et quand on s'intéresse plus particulièrement à la région parisienne, eh bien, ce chiffre monte jusqu'à près de 78. Ah oui. Et les principales sources de bruit qu'ils sont citées, comme étant, gênantes par les Français, eh bien, ce sont les voisins et la circulation routière. Et puis enfin, eh bien, on observe que les gens deviennent de plus en plus sensibles au bruit et des périodes un peu, particulières comme, les différents confinements, qu'on a vécus en 2020 et 2021, eh bien, ces périodes spéciales ont encore renforcé cette sensibilité, des personnes au bruit. D'accord. Et est-ce que c'est plutôt un seuil de bruit qu'il ne faudrait pas dépasser ou est-ce que c'est plutôt la durée d'exposition qui joue sur notre santé ? Eh bien, en fait, c'est un peu, des 2. Mmh. Alors pour, bien comprendre ça, il faut déjà savoir que, les niveaux de bruit, les niveaux sonores, l'intensité des sons se mesurent en décibels. C'est une échelle qui va de 0 décibel, qui correspond au son, le plus faible que l'oreille humaine peut entendre, jusqu'à environ 120 décibels,
un niveau sonore qui correspond à des bruits très forts. Alors, quand on s'intéresse, par exemple, à des bruits forts, aux alentours de 105 décibels, eh bien là, on va avoir un risque pour l'audition lorsque l'on est exposé, même de manière brève, à ces niveaux sonores-là. Mmh. Ensuite, quand on va descendre un petit peu, c'est-à-dire pour des niveaux sonores plutôt compris entre 80 et 105 décibels, là, on a toujours des niveaux dangereux pour l'audition, mais lorsqu'on va être exposé à ces niveaux-là de manière répétée, de manière chronique. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle la gamme des bruits environnementaux. Ce sont des niveaux sonores compris plutôt entre 40 et 85 décibels. Et à ces niveaux-là, eh bien, il y a des risques pour la santé autres qu'auditifs, c'est ce qu'on appelle des effets extra-auditifs du bruit qui vont pouvoir se manifester. Et donc, dans la littérature, ce qu'on retrouve, c'est que à partir de 40 jusqu'à 55 décibels, le bruit peut déjà avoir des effets sur le corps sans abîmer directement l'oreille. Mmh. OK. Au niveau européen, combien de personnes sont exposées à un niveau sonore, trop élevé au quotidien? Alors tout d'abord, c'est l'Agence européenne de l'environnement qui a produit, ces chiffres, et qui les a mis, à jour, en 2025, donc Mmh. c'est vraiment très récent et donc elle a estimé, que plus d'un Européen sur 5 était exposé à des niveaux sonores dangereux pour la santé selon les critères retenus par l'Organisation mondiale de la santé. Mmh. Donc l'OMS, fixe un niveau à ne pas dépasser, enfin considéré comme étant dangereux entre guillemets pour la santé, Mmh. à 55 décibels. Et donc D'accord. l'Agence européenne de l'environnement a montré que quelques 92 millions de personnes dans l'Union européenne seraient exposées à des niveaux de bruit routier supérieurs à 55 décibels. Ah ouais. Il y aurait 18 millions qui seraient exposés à des niveaux sonores supérieurs à 55 décibels pour le bruit ferroviaire et 2,6 millions qui seraient exposés à des niveaux élevés de bruit des avions. OK. L'Agence européenne de l'environnement a également estimé qu'il y aurait en Europe 73 000 décès prématurés par an du fait de l'exposition au bruit. Mmh. Le bruit serait également à l'origine de 49 000 nouveaux cas de maladies cardiovasculaires et de 23 000 cas de diabète de type 2. Ah oui. OK. Maintenant, si on veut donner des chiffres spécifiques pour la France, Mmh. eh bien, l'ADEME en 2021 a estimé le coût social du bruit en France. Et dans son rapport, l'ADEME a estimé que plus de 9 millions de personnes en France sont exposées de manière chronique à des niveaux de bruit nocifs pour la santé humaine selon les critères de l'OMS, donc c'est-à-dire pour des niveaux supérieurs à 55 décibels. Et en Mmh. 2021, l'ADEME a ainsi estimé que le coût social du bruit en France serait de 147 milliards d'euros par an. Ah ouais. Et la contribution des différentes sources à ce coût social du bruit en France, eh bien, pour 67 ce sont les transports et puis, D'accord. pour 18 c'est le bruit de voisinage. Et donc le bruit a aussi des effets sur les territoires. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ces effets-là? Alors effectivement, le bruit peut avoir, des effets territoriaux. Il peut avoir des effets qu'on qualifie de sociaux, c'est-à-dire qu'il va modifier la composition, socio-démographique, de certains territoires. Par exemple, eh bien, quand une infrastructure de transport va être construite, eh bien, les gens les plus riches qui ont le plus de moyens, ils vont quitter ce territoire et ce sont les populations, les plus, désavantagées socio-économiquement qui vont rester. Mmh. Dans les cas extrêmes, ça peut conduire au dépeuplement de certains territoires. L'exposition au bruit peut également modifier le marché de l'immobilier, c'est-à-dire que, ben, par exemple, acheter une maison à proximité d'un aéroport, ça pourrait devenir moins cher du fait de l'exposition au bruit que d'acheter une maison sur un territoire qui ne sera pas exposé au bruit. Mmh.
Le bruit peut aussi avoir des effets spatiaux, modifier la dynamique d'évolution des territoires. Hein. Les territoires les plus exposés au bruit pourraient devenir de moins en moins dynamiques. Il peut également avoir des effets sur les gouvernances territoriales, puisque les gens pourraient se mobiliser, que l'exposition au bruit pourrait, dans des cas extrêmes, avoir des recours juridiques. Et du coup, tous ces effets, peuvent conduire à ce qu'on appelle, des effets de polarisation sociale et de spirale de dégradation environnementale. Je vous prends un exemple, l'implantation d'une autoroute en milieu urbain, donc cette Mmh. autoroute, va être mise en œuvre. Elle va, être à l'origine de nuisances sonores qui vont avoir un impact environnemental, qui vont, modifier, le territoire. Et puis, le jour où les pouvoirs publics vont réfléchir à l'implantation d'un nouvel équipement qui va impacter l'environnement, que ce soit une autre autoroute ou tout à fait autre chose, comme par exemple un incinérateur de déchets, Mmh. ils pourront avoir tendance à venir l'implanter sur le même territoire, au même endroit. Donc, c'est ce qu'on appelle la spirale de dégradation environnementale. Mmh. Et cette spirale de dégradation environnementale, elle soulève la question complexe des injustices environnementales et sociales, c'est-à-dire que les populations les plus défavorisées ne vont pas être exposées aux mêmes nuisances environnementales que les populations les plus favorisées. Concrètement, quand on reste dans des seuils inférieurs au risque pour l'audition, comment le bruit impacte-t-il notre corps? Si on prend la santé cardiovasculaire pour commencer, que se passe-t-il pour notre cœur? On va commencer par expliquer un petit peu le mécanisme par lequel on pense que le bruit pourrait causer des dommages pour notre santé. Je vous ai dit on pense parce que c'est un mécanisme qui a été proposé par un chercheur allemand qui s'appelle Wolfgang Babisch en 2003, qui a été repris par le professeur Thomas Menzel, qui est allemand également et qui travaille actuellement beaucoup sur ce sujet. Mais on n'est encore pas complètement sûr. Le fait de prouver ce mécanisme nécessite encore des études. Mmh. Mais en fait, ce qu'on pense, c'est que le bruit serait un facteur de stress psychosocial. C'est-à-dire que le fait d'être exposé au bruit activerait l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qu'on appelle communément l'axe HPA, ainsi que le système nerveux sympathique. Et donc, cette activation, elle affecterait la régulation humorale et métabolique de l'organisme, c'est-à-dire que cette activation provoquerait une augmentation de la pression artérielle, du rythme cardiaque, du niveau de lipides et du niveau de glucose dans le sang. Et toutes ces augmentations pourraient provoquer de l'hypertension ainsi que des maladies cardiovasculaires, comme par exemple l'insuffisance cardiaque ou même des accidents vasculaires cérébraux ou des infarctus du myocarde. D'accord. Et pour notre sommeil alors? Parce qu'évidemment, quand on se réveille à cause d'un bruit, on le sait immédiatement, mais ce qui est intéressant, c'est que même sans nous réveiller, le bruit peut nous perturber. Oui, alors effectivement. Alors, là, en fait, les études scientifiques, elles vont mesurer les perturbations du sommeil dues au bruit de 2 manières. De manière subjective, c'est-à-dire à l'aide de questionnaires dans lesquels, les participants aux études, vont auto-rapporter leurs perturbations du sommeil qui sont potentiellement en lien avec leur exposition au bruit. Et puis, il y a d'autres études qui vont, mesurer les perturbations du sommeil de manière objective avec des appareils, par exemple, des actimètres. Les actimètres, ce sont des appareils que les participants portent au poignet, pardon, et qui vont mesurer vraiment de manière objective les perturbations du sommeil. Et donc, les études qui mesurent les perturbations du sommeil avec des questionnaires, elles montrent que le bruit dégrade la qualité du sommeil. Les gens disant que ils vont mettre plus de temps à s'endormir, qu'ils vont se réveiller plus tôt le matin, qu'ils vont se réveiller pendant la nuit et puis qu'ils vont se sentir fatigués même après une bonne nuit de sommeil. Mmh. Et puis les études plutôt expérimentales qui mesurent le bruit de manière objective, elles vont confirmer
les résultats des études basées sur des questionnaires, c'est-à-dire qu'elle montre également que le bruit va retarder l'endormissement, avancer l'heure du réveil le matin, augmenter le nombre et la durée des éveils pendant le sommeil. Et puis, elle mesure également des indicateurs qui confirment une dégradation de la qualité du sommeil. Et puis ces études, ce qu'elles mesurent également, c'est la modification des phases de sommeil. Pendant une nuit de sommeil, en fait, une nuit de sommeil, elle contient en réalité des cycles du sommeil, en moyenne 4 ou 5 cycles de sommeil. Mmh. Et les premiers cycles du sommeil dans la nuit, ils sont plutôt riches en sommeil profond. Et puis les cycles qui sont plus près de la phase de réveil, eux, ils sont plus riches en sommeil paradoxal. C'est le sommeil pendant lequel on va rêver. Et en fait, les études qui mesurent de manière objective les perturbations du sommeil montrent que l'exposition au bruit va avoir tendance à diminuer les phases de sommeil profond et les phases de sommeil paradoxal, qui sont des phases nécessaires à un sommeil réparateur. D'accord. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'une personne, qui dit ne pas être dérangée par le bruit, la nuit, s'endormir, facilement malgré tout, est quand même perturbée, son sommeil est quand même perturbé? Eh ben oui, c'est complètement possible. En fait, des études ont montré que, ben, par exemple, des fois, des personnes pouvaient, déclarer dans les questionnaires: «Ah bah non, moi cette, nuit, j'ai très bien dormi, je me suis pas réveillée». Mmh. Et en fait, si on l'équipe, de matériel comme, par exemple, un actimètre, eh ben, on va dire: «Bah, en fait, là, non, en fait, vous avez eu des micro-éveils dont vous n'avez pas eu conscience». Et donc effectivement, des fois, il peut arriver que la qualité, subjective du sommeil et la qualité objective, ne soient pas complètement corrélés. Et du coup, eh bien, ce qui est montré, dans les études, c'est que, parfois les participants peuvent dire qu'ils se sont habitués au bruit Mmh. et que, leur sommeil s'est habitué et que, après, suffisamment de temps, eh bien, ils ne sont plus, dérangés pendant leur sommeil. Et du coup, si on les équipe avec des matériels pour mesurer de manière objective leurs troubles du sommeil, eh bien, on se rend compte qu'en fait, non, ils ne se sont pas réellement, habitués à leur exposition au bruit. Ah ouais, d'accord. Donc finalement, c'est peut-être mieux de ressentir la gêne pour se rendre compte et puis peut-être prendre, plus de précautions, quoi? Oui, ben, sauf qu'en fait, du coup, la gêne, quand on est endormi, on la ressent pas forcément. Du coup, d'où l'utilité, Mmh. de quand même mener des études qui mesurent, le sommeil de manière objective, même si ces études, sont plus difficiles à mener, sur des nombres importants de participants, puisque les matériels qu'on utilise pour le faire, eh bien, sont des matériels qui peuvent coûter, quand même assez cher. Mmh. Même si de plus en plus, eh bien, il y a des matériels de plus en plus accessibles qui se développent, comme par exemple, les bagues Oura. Ce sont des bagues, hein, qu'on porte comme une bague et puis, OK. qui coûtent, moins cher que des actimètres, par exemple. Par contre, sur les téléphones portables, par exemple, il existe des applications que je pense que tout le monde connaît et peut, télécharger sur ton téléphone portable pour, mesurer la qualité du sommeil. Eh bien, pour l'instant, il n'y a pas, d'application qui soit complètement validée pour, mesurer de manière, vraiment, correcte les perturbations du sommeil des participants. Mmh, d'accord. Est-ce qu'il existe des fenêtres de vulnérabilité? C'est-à-dire des périodes où le bruit est particulièrement dangereux? Je pense, notamment aux femmes enceintes et aux bébés. Alors il est là, je vais vous parler d'effets qui sont pas, considérés comme, complètement reconnus, notamment par l'Organisation mondiale de la santé, parce qu'il y a eu très peu d'études scientifiques, Mmh. sur le sujet. Mais il y a quelques études qui ont montré que, l'exposition au bruit pendant la grossesse, eh bien, pouvait conduire à des naissances prématurées, à des bébés qui ont des plus faibles poids, de naissance. Et puis, l'exposition au bruit pendant la grossesse, eh ben, peut conduire ensuite à une croissance des enfants également qui pourrait, être dégradée. Mais encore une fois, on ne peut pas conclure, pour l'instant quant à cet impact, sur, les femmes enceintes et la croissance de leurs enfants, puisque les études sont vraiment très rares, sur le sujet. Par contre, il y a un effet qui est, reconnu, comme étant avéré par l'Organisation mondiale de la santé en lien avec l'exposition au bruit des avions à l'école et au domicile des participants. Eh bien, c'est la dégradation des performances cognitives chez les enfants qui va altérer leurs apprentissages, et notamment l'apprentissage de la lecture et également, la mémorisation.
D'accord. Et bon, il y a peut-être pas d'études, sur le sujet, mais est-ce qu'on sait si, l'exposition au bruit pendant l'enfance justement, peut, augmenter les risques de certaines maladies plus tard dans la vie? Alors pour l'instant, il n'y a pas, d'études suffisamment longues pour, répondre à cette question-là. Il serait intéressant, de suivre, effectivement des enfants tout au long de leur vie et de regarder effectivement si, leur exposition au bruit dans le ventre de leur maman, ensuite pendant l'enfance, pouvait avoir, des impacts sur, leur santé future. Ce qui est compliqué avec le bruit, c'est que, les effets sur la santé qui seraient provoqués potentiellement par l'exposition au bruit, eh bien, ce sont des effets qui ont d'autres facteurs de risque, Mmh. qui sont pas uniquement liés au bruit. Et donc, du coup, c'est toujours difficile de faire la part des choses, même si dans les études épidémiologiques qui s'intéressent spécifiquement au bruit, on va mesurer ces autres facteurs de risque-là. Mais du coup, en France notamment, on a des cohortes d'enfants qui sont suivis depuis la phase in utero jusqu'à leur enfance et puis ensuite à l'adolescence. Mais à ma connaissance, pour l'instant, ces études ne portent pas sur l'exposition au bruit. Vous me disiez lors de notre premier échange, Anne-Sophie Évrard, qu'il y avait encore moins d'études sur l'impact du bruit sur la santé mentale. Alors comment ça se fait et que sait-on malgré tout aujourd'hui? Alors, les études sur, les effets sur la santé mentale, effectivement, elles sont rares. Alors comment l'expliquer? En fait, pour arriver, à caractériser la santé mentale des participants, eh bien, c'est difficile de se baser sur les questionnaires qui sont, habituellement utilisés en épidémiologie. Ce sont des questionnaires qui sont sans doute un peu trop généraux et pour arriver à bien caractériser la santé mentale des participants à nos études, eh bien, il faudrait passer par des entretiens avec des spécialistes qui utilisent des, échelles qui sont validées pour, des diagnostics en santé mentale. Et donc effectivement, pour l'instant, eh bien, il n'y a pas, beaucoup d'études sur le sujet. Il y a des études qui ont montré que le bruit des transports, notamment le bruit du trafic routier et des trains, pouvait avoir un impact sur la santé mentale des enfants. Il serait lié à davantage de problèmes émotionnels, de problèmes de comportement et d'hyperactivité chez les enfants. OK. Chez les adultes aussi, le bruit des avions, du trafic routier et des trains peut également avoir, des effets négatifs sur la santé mentale. On observe par exemple plus de cas d'anxiété et de dépression, que ce soit, à travers la prise de médicaments ou, ce que déclarent, les personnes. En revanche, pour d'autres troubles, psychologiques ou psychiatriques, eh bien, on manque encore d'études. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet, mais simplement qu'on n'a pas encore assez de données pour le prouver clairement. Et par exemple, il y a eu quelques études, notamment au Royaume-Uni, sur la schizophrénie. Et donc, l'hypothèse, c'est pas que l'exposition au bruit provoquerait davantage de schizophrénie. L'hypothèse serait plutôt que chez les personnes chez lesquelles, la schizophrénie serait sous-jacente, eh bien, l'exposition au bruit pourrait contribuer, à l'apparition des symptômes. Ah ouais. Mais c'est encore vraiment qu'une hypothèse, on manque vraiment d'études sur le sujet, pour pouvoir, le prouver clairement. Ouais, justement, je voulais vous demander si on savait si le bruit pouvait aggraver certaines, pathologies psychiatriques. Donc il y a ça, sur la schizophrénie. On en a d'autres, de ce type, Alors non, comme je vous le disais, il n'y a pas suffisamment d'études, sur la santé mentale et vraiment pas, sur d'autres pathologies psychiatriques. Par contre, ce qu'on commence, à voir, émerger, ce sont des études sur, la démence et les maladies neurodégénératives que sont Parkinson et Alzheimer. Alors la recherche sur, ces maladies-là est très importante, hein, parce que comme vous le savez, ce sont des maladies pour lesquels, bien, on ne connaît pas beaucoup, les facteurs de risque. Donc, il serait, vraiment intéressant de poursuivre, les études dans ce domaine, d'en mener davantage pour voir si le bruit, pourrait être à l'origine de ces, maladies neurodégénératives.
Ah ouais, effectivement. Et finalement, est-ce que certaines personnes sont plus sensibles au bruit que d'autres? Alors, on ne peut pas conclure encore non plus sur ce sujet-là, mais il y a de plus en plus de recherches, qui sont menées. Alors déjà, les chercheurs ne sont pas tous d'accord sur la définition de la sensibilité au bruit. Il y a des échelles qui existent, ce sont des questionnaires comme l'échelle, de Weinstein par exemple ou l'échelle Noise-EQ. Ce sont des questionnaires qu'on pose aux participants, à partir desquels on va, calculer des scores pour caractériser la sensibilité au bruit des participants. Et en fait, certains chercheurs ont avancé que, la sensibilité au bruit serait finalement un trait de caractère qui, ne serait pas propre au bruit. Ce serait en fait ça caractériserait une sensibilité aux nuisances environnementales en général. Mais il faut encore qu'on avance, dans ce domaine et par contre, ben, avec les moyens qui existent actuellement, donc les échelles que je viens de mentionner, eh bien, dans les études, quand on s'intéresse à un effet, sur la santé du bruit, eh bien, on va regarder si l'association entre l'exposition au bruit et cet effet, elle est plus importante chez les personnes qui se déclarent sensibles au bruit par rapport à celles qui ne se déclarent pas sensibles au bruit. Mmh. Et il y a certaines études, pas nombreuses encore pour l'instant, mais qui montrent effectivement que les gens qui se déclarent, sensibles au bruit, eh bien, ils pourraient déclarer plus de pathologies, en lien avec leur exposition au bruit. Ah ouais. Par contre, il y a quelque chose qu'on sait, d'ores et déjà depuis très longtemps. Il y a un effet pour lequel, duquel on n'a encore pas parlé, aujourd'hui, c'est la gêne due au bruit. Mmh. La gêne due au bruit, eh bien, c'est un des effets qui est étudié depuis le plus longtemps dans la littérature scientifique et plus l'exposition au bruit augmente, que ce soit l'exposition au bruit du trafic routier, au bruit du trafic aérien ou au bruit des trains, eh bien, plus la gêne due au bruit augmente. D'accord. Et donc, en fait, ce qu'ont montré les études, c'est que plus les gens se déclaraient sensibles au bruit, plus ils allaient déclarer être gênés par le bruit. Les études sur le sujet montrent en fait que quand on s'intéresse à la gêne due au bruit, eh bien, il y a un tiers de cette gêne qui serait expliquée par le niveau sonore caractérisé par les décibels. Mmh. Un tiers de cette gêne serait expliqué par la sensibilité au bruit. Et D'accord. puis, du coup, il reste près de 40 de la gêne due au bruit qui, elle, ne serait pas expliquée ni par des facteurs acoustiques en lien avec l'exposition au bruit, du coup, ni par la sensibilité au bruit, mais par des facteurs contextuels ou individuels. Par exemple, quelqu'un qui va se dire satisfait de son quartier. Il s'y plaît, il s'entend bien avec ses voisins, il trouve, que c'est un quartier dans lequel, il se sent en sécurité, dans lequel il y a beaucoup de commerces, il y a des écoles et il y a un accès facile aux transports en commun, par exemple. Eh bien, pour un même niveau d'exposition au bruit, une telle personne se déclarera moins gênée que quelqu'un qui ne sera pas satisfait de, son quartier, par exemple. Ah oui. OK. Donc le chien qui aboie, il nous dérange plus ou moins en fonction. En fonction de notre vécu, de si on aime les chiens ou pas, par exemple, effectivement. Et puis un autre exemple, les riverains d'aéroports, par exemple, qui sont exposés, Mmh. à des niveaux sonores élevés, souvent, ils vont avoir tendance à habiter à proximité de l'aéroport parce qu'ils travaillent à l'aéroport. Eh bien, un riverain qui travaillera à l'aéroport pour une même exposition au bruit, pour un même niveau de bruit, il aura tendance à se déclarer moins gêné parce qu'il travaille à Ah ouais. l'aéroport qu'un autre riverain qui sera exposé au même niveau de bruit, mais qui ne travaillera pas à l'aéroport, eh bien parce que finalement l'aéroport est son gagne-pain. Maintenant qu'on connaît, un peu les risques liés à l'exposition au bruit, on aimerait savoir, comment se protéger. Quelles seraient aujourd'hui les mesures les plus efficaces que les pouvoirs publics devraient mettre en place pour réellement préserver les citoyens du bruit? Alors déjà, on pense souvent que le bruit, c'est un problème local, qui doit être géré par les communes. Mmh. Mais en réalité, les sources de bruit, elles ne viennent pas, forcément de la ville et de la commune en elle-même. Par exemple, les grandes routes, les grandes infrastructures de transport, les voies ferrées, les avions, eh bien, ce sont des sources qui peuvent produire, du bruit à grande échelle et qui ne sont pas, uniquement du fait des communes.
Et du coup, pour réduire efficacement le bruit, il ne suffit pas d'agir au niveau local, mais il faut que plusieurs acteurs, que ce soit les villes, les régions, l'État, travaillent ensemble et se coordonnent pour lutter contre le bruit. Et pour lutter contre le bruit, eh bien, il faut agir de 2 façons. De manière curative, c'est-à-dire de réduire le bruit, là où il pose problème, surtout quand, les valeurs, limites réglementaires sont dépassées. Et puis, on peut agir également de manière préventive en évitant que de nouvelles situations bruyantes apparaissent et en protégeant, les zones calmes. Alors, comment réduire le bruit de manière curative? Eh bien, on peut agir de 3 manières. À la source, au niveau de la propagation, en modifiant cette propagation, et puis en isolant les logements. Alors, à la source, eh bien, on peut diminuer le bruit directement sur les véhicules, sur les avions, sur les trains, sur les infrastructures, ou en modifiant le trafic. Donc le périph' parisien, par exemple, qui est passé à 50 km/h, ça, c'est une bonne mesure pour... Alors, par exemple, ça peut être une solution. Bruit Paris, qui est l'Observatoire du bruit en Île-de-France, avait réalisé, après le passage du périphérique à 50 km/h en octobre 2024, je crois, une étude dans le mois qui avait suivi et il l'avait comparé avec le mois de juin de la même année, si mes souvenirs sont bons. Et la diminution moyenne du bruit qui avait été montrée était de 2,3 décibels sur la journée. La réduction du bruit était un peu plus importante la nuit quand le trafic était moins dense, par exemple. D'accord. Mais Bruit Paris, je crois savoir, doit remettre à jour ces données-là, puisque c'est quand même une mesure qui peut être controversée. Ok. Voilà, mais vous avez aussi la modification de certains revêtements de chaussée qui peuvent mieux absorber le bruit et donc, de ce fait, diminuer le bruit à proximité des routes où il serait utilisé, par exemple. Ok. On peut également donc modifier la propagation du bruit en installant, par exemple, des murs anti-bruit. Alors, c'est des choses qui peuvent être faites notamment à proximité des voies ferrées, donc des murs anti-bruit, des écrans anti-bruit, des buttes de terre qui vont protéger les habitations environnantes. On peut couvrir partiellement ou totalement les routes et les voies ferrées. Ce sont les solutions qui restent les plus efficaces pour réduire l'exposition au bruit des riverains. Ok. Et puis, eh bien, on peut également isoler les logements. Alors ça, c'est la solution lorsque les actions précédentes ne suffisent pas. Eh bien, on peut améliorer l'isolation des façades et des fenêtres en mettant, par exemple, des doubles, ou des triples vitrages, Ouais. en traitant la ventilation et également, par exemple, les toits lorsque l'on s'intéresse au bruit du trafic aérien. Ces solutions-là, bien, elles peuvent protéger les logements jusqu'à environ 30 décibels. Et cette isolation-là, elle peut aussi prendre en compte l'efficacité thermique. Mais par contre, effectivement, c'est pas, l'isolation, c'est pas la solution miracle, puisque les gens ont aussi envie de vivre et de profiter de leurs extérieurs Bah oui. s'ils en ont. Mm, mm. Par contre, si on veut prévenir le bruit, ne plus agir de manière curative, mais de manière préventive, Mhm. eh bien, plusieurs solutions peuvent également être mises en place. Il est important de penser au bruit dès la planification des villes, des quartiers, des zones industrielles pour préserver cet environnement calme. Par exemple, lorsque l'on va construire une nouvelle route ou qu'on va modifier une infrastructure existante, eh bien, il faut en amont prévoir des mesures pour ne pas créer des nuisances sonores qui seraient trop importantes pour les habitations et les bâtiments voisins. Ouais. Et sinon, nous, au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? Est-ce que mettre des boules caisses ou utiliser un bruit de fond type bruit blanc, bruit rose pour cacher des autres bruits, c'est une bonne idée? Alors là, on parle de l'exposition au bruit pendant le sommeil. Effectivement, on voit fleurir un peu sur Internet, sur les réseaux sociaux, l'utilisation de bruit blanc et de bruit rose pour permettre un meilleur endormissement et avoir une meilleure qualité du sommeil. Eh bien, il y a une étude qui est sortie très très récemment aux États-Unis en février 2026, eh bien, qui montre que non, en fait, c'est pas Ah, une bonne idée les bruits roses et les bruits blancs pour préserver la qualité du sommeil. Au contraire, d'accord. ce serait pas bon du
tout pour le sommeil. Donc, il vaut mieux éviter. Et en revanche, effectivement, les boules caisses, les bouchons d'oreilles peuvent être une solution pour mieux dormir. Mais encore une fois, là, on est dans le curatif et Mmh. il est peut-être plus intéressant de jouer sur la prévention et le fait que les gens ne soient pas exposés au bruit. Donc, vraiment privilégier les actions plutôt préventives que curatives. D'accord et pour le bruit blanc, ça vaut aussi pour les bébés? Parce qu'on met il y a souvent à la naissance des nounours, des peluches avec, des petits bruits blancs ou des battements de cœur, Alors là encore, il vaut mieux éviter. Alors les battements de cœur, c'est pour rappeler au nourrisson, l'environnement dans le ventre de sa maman. Oui. Mais par contre, les bruits, il faut vraiment que les parents fassent attention, aux jouets, à tout ce qui est aux peluches qu'ils achètent pour, leurs enfants. Alors ça vaut pour le bruit, hein, mais ça vaut aussi, pour d'autres, polluants, environnementaux, hein, comme les perturbateurs endocriniens, par Oui, exemple. oui. Donc, là encore, non, il vaut mieux faire attention, à ce qui est utilisé pour les nourrissons. Et puis, alors évidemment, ça va les rassurer, mais il faut mieux les habituer en fait à un environnement sonore sain dès le départ pour préserver leur santé future. Avant de conclure notre entretien, j'aimerais qu'on fasse un petit aparté à propos de l'impact du bruit sur la biodiversité. Parce qu'on parle beaucoup de nous depuis le début de l'épisode, mais il ne faut pas oublier que le bruit impacte également la faune et la flore. Alors, quelles sont les données que nous avons aujourd'hui sur ces effets sur la biodiversité dans les zones urbaines? Alors, il y en a quelques-unes. Ces données sont pas spécifiques aux zones urbaines. Mhm. Les études scientifiques, elles montrent que le bruit peut avoir des effets importants sur les animaux et la nature. Comme beaucoup d'espèces entendent mieux que les humains, eh ben, elles sont particulièrement sensibles aux Oui. nuisances sonores. Le bruit, en fait, eh bien, il va avoir les mêmes effets sur les animaux et la nature que sur l'être humain. Le bruit peut abîmer leur audition, provoquer du stress et nuire à leur santé. Des études sur des animaux comme les rats et les souris ont montré que le bruit peut provoquer des effets plus profonds, un stress important, une inflammation du corps, des perturbations de leur digestion et du coup un Mhm. risque plus élevé de maladies comme le diabète, l'obésité ou des problèmes cardiovasculaires. Alors c'est vrai on a parlé aujourd'hui pour l'être humain des problèmes Mhm. cardiovasculaires. Oui, oui. On n'avait encore pas mentionné des effets sur le système métabolique, mais effectivement, c'est des choses que la littérature scientifique a retrouvées chez l'être humain aussi, Mhm. que l'exposition au bruit était à l'origine d'une augmentation du risque de diabète de type 2 et de l'obésité Ah ouais, chez l'être humain également. d'accord. Et puis aussi, ce qu'on sait tous, hein, c'est que chez les animaux, eh bien, les sons, ils sont très importants pour vivre et pour interagir et communiquer entre eux. Et du coup, eh bien, le bruit, il va perturber la vie quotidienne des animaux. Il va perturber leur communication, leur recherche de nourriture, leur reproduction et puis leur vigilance face aux dangers. Selon les espèces, ces impacts vont varier, mais ils peuvent aller jusqu'à déséquilibrer complètement les écosystèmes et réduire la biodiversité en favorisant en fait les espèces les plus résistantes. Mhm. Les espèces qui vont être les moins résistantes, eh ben, soit elles vont partir ailleurs dans d'autres milieux, soit elles vont carrément s'éteindre. Et puis alors du coup là, on est très loin du milieu urbain, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les milieux marins, eh bien le son se propage très bien et Mhm. donc les effets du bruit sur la biodiversité vont être encore plus forts. Les animaux vont être désorientés. On constate de plus en plus d'échouages de cétacés sur les plages, hein, donc c'est potentiellement également en lien avec le bruit dans les milieux marins. Et puis ce bruit va perturber toute la chaîne alimentaire, y compris le plancton. Ah ouais. Donc en résumé, on peut dire que la pollution sonore, elle a des conséquences en chaîne sur l'ensemble du vivant, chez les animaux comme chez l'être humain. Finalement, est-ce qu'on ne devrait pas considérer le silence comme une ressource à protéger, au même titre que l'air ou l'eau? Avec tout Et ce que vous me dites, Eh bien, bien sûr, effectivement, en conclusion, on peut considérer effectivement que le silence, il faut en prendre soin et qu'il est à protéger.
Pour terminer cet épisode, Anne-Sophie Évrard, si vous pouviez donner un unique conseil aux nouvelles générations, lequel serait-il ? Eh bien, je leur dirais, protégez votre santé, protégez celle de vos proches, de vos amis, de vos voisins, de vos collègues. Faites moins de bruit. Merci. Merci d'avoir écouté La Terre nous tient à cœur. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter ou à le partager autour de vous, car c'est ce qui aide le podcast à grandir. Et si vous avez une question, une idée de sujet ou tout simplement envie de découvrir les coulisses des épisodes, rendez-vous sur Instagram, sur le compte La Terre à cœur. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite, et d'ici là, prenons soin de nous, prenons soin de la Terre.